une juste défiance. Les tripots et autres lieux publics sont parfois infestés d'oreilles indiscrètes, prêtes à juger les autres sur de simples paroles, ou bien peu catholiques aux yeux des catholiques, ou bien trop catholiques aux yeux des calvinistes. En tout cas, jamais bonnes aux yeux des fanatiques. Et quand ce ne sont pas les espions de l'Empire. En ce qui me concerne, en ce siècle humaniste, je ne vois rien de vraiment condamnable à tenir en ce lieu un propos libéral. Mais il est aussi vrai que même si la Lorraine était épargnée par la folie sanglante des dévots de la Ligue, nous serions passés de voir un Lorrain à leur tête en la personne de ce duc de Guise. Mon frère, allons, si tu tiens ta mure, mieux vaut rester discret. Pendant que je vais remplir l'assistance, mets à profit ce temps pour prendre quelques distances. Mon acolyte et moi saurons prendre la fuite si l'humeur de ces lieux nous devenait hostile. En tout cas, sois bien sûr qu'après tout ce que je vais dire, aucun homme en ce lieu ne restera docible. Un espion sortira sans raison autre que de me dénoncer. Dans la même intention, on verra un leader s'insurger, maniant la menace et la provocation. Un calviniste, enfin, entrera en débat avant de me promettre toutes les damnations. Puissais-je avoir un peu les oreilles écorchées, je vais rester ici et écouter tes propos. Car pour autant qu'on ne se vautre pas dans le lit du péché, quoi de plus digne enfin qu'une libre pensée? Quelqu'un ici, y a-t-il une objection si je vous livre des sottises ou des moralités? Non? Eh bien, messieurs, si je vous dis que, pas très loin d'ici, le meilleur d'entre nous, le plus grand humaniste, médecin et poète, trouve un refuge voici 3 décennies. À quelques lieues d'ici, dans la ville de Metz, ce grand homme de lettres venait se reposer pour avoir été en grippe avec un farfadet. Un farfadet, vous dites? Mes propos passifs pour être farfelu? Personne ici n'a de petite idée? Voilà de quoi quelques langues déliées. Je veux parler de notre bon Rabelais. Le génial Tourangeau fut quelque temps un citoyen messin. Et quel rapport avec un farfadet? Cette histoire, j'en suis sûr, à certains peut déplaire. Mais je dois la compter. Pardonnez-moi, mon frère. Dans le but de soustraire leur juste succession aux héritiers d'une dame d'Orléans, des moines cordeliers envoyèrent un novice grimé en farfadet, c'est-à-dire en fantôme, pour effrayer ces gens, falsifier l'héritage et se l'approprier. Mais c'est une honte, user de la superstition qu'ils sont censés combattre. De tels agissements ont fait le lit de la réforme. Convenez-en, mon frère. Ces cordeliers, si tout ceci est avéré, déshonorent les vœux qu'ils avaient prononcés. Mais il faut bien avouer qu'après avoir eu comme pape un Borgia, rien ne saurait nous étonner. Mais quel rapport avec la bonne ville de Metz? À la suite de cet événement fâcheux, Rabelais a nommé farfadet les moines peu scrupuleux. Et se sentant alors peut-être menacé pour avoir dénoncé leurs méfaits, il est venu prendre un peu d'air dans la ville de Metz, à l'angle de la Jérue et de la rue d'Enfer. Et même si Metz n'est pas dans le bûcher, c'est bien l'un des Lorrains qui est revenu l'honneur d'accueillir ce grand homme, comme s'il fût l'un des leurs. Monsieur, ne seriez-vous donc pas un enfant sans souci? En guise de présentation, l'inconnu nous assène quelques traits d'ironie. Voilà qui n'augure rien de bon, croyez-moi. À moins, monsieur, que vous ne soyez un connard. Oh, alors là, il suffit, hein. Veuillez ne pas souffrir l'injure. Ou alors, laissez-moi réparer votre honneur. Mais non, Narvalet, calme-toi. Les enfants sans souci, tout comme les connards, sont des gens de théâtre et de bonne confrérie. Les enfants sans souci jouent leur farce à Paris. Les connards à Rouen, monsieur est connaisseur. Merci, je suis surtout curieux de tout ce qui, dans l'air du temps, peut nous rendre meilleurs, plus instruits, nous le savons. Mais puisque nous avons la chance d'être entre personnes de bonne volonté, je vous invite, messieurs, frères, à goûter cet instant dans sa félicité. Ah, que l'air est léger quand tout est bien avec nous.
Y a-t-il pas partout comme une renaissance? Grâce aux livres imprimés que vous avez salués, se trouvent décuplées toutes nos connaissances. À cet égard, je vous invite à visiter le fonds bénédictin ici à Saint-Miel. Vous y verrez le beau Missel de Toul, premier livre imprimé dans notre beau duché, des manuscrits ornés datant de Charlemagne, le récit du voyage à Jérusalem par Don Louvant, parti de Saint-Miel. Ah, justement, de Saint-Miel, parlons-en. Ces églises, ces palais, ces hôtels, ce sont, on peut le dire, des livres à ciel ouvert. L'hôtel de Fayonnay, celui de Voumar, et leurs colonnes grecques, leurs frontons surmontés, des voyelles de gargouilles, sursuivis du fond des âges. Oh, c'est un bel ouvrage. Et l'hôtel de Rouen, et son arche à coquilles. Pour une belle cité, c'est une belle cité. Et je ne vous parle pas de la maison du roi. Oh, un roi! Mais quel roi! Si je ne m'abuse, nous sommes en bas roi. Qu'il soit en mouvement ou non mouvement, il s'agit d'un duché, et non pas d'un royaume. Mais bien sûr, mon cher ami, c'est seulement qu'il y a plus d'un siècle, le duc de Bar, René Ier, était aussi roi de Sicile et de Jérusalem, accessoirement aussi de Naples. René Ier, duc de Bar, comte de Provence et duc d'Anjou, était aussi brillant esprit, ami des arts et des belles lettres, auteur lui-même de traités, romans et poésies. Et c'est sa maison qui trône rue du Fond. Son règne est une ère de prospérité. Ah oui, oh, il faut voir les jours de foi quand siégeait le conseil des grands jours. Mon cabaret fournier de notables, juristes, procureurs, les avocats côtoyaient les greffiers, les magistrats se mêlaient aux sergents. Ah, les jours de foi, orfèvres et drapiers, venus de Florent, et même d'Italie, rivalisent de luxe. Merci, artisans anobris, cordonniers, forment une foule bruyante. Revenez donc un jour de foire. On ne vous entendra plus dans tout ce tintamarre. Ah, monsieur Tintamarre, le mot est bien choisi. Alors enfin, le voici le visant, à gorge déployée, sans avoir évoqué, comme il convient pourtant, parmi les Sabliellois, le plus grand d'entre tous. Mais de qui parlez-vous donc? De Ligier Richier. Ligier Richier, celui-là même dont parlait l'Arbalète? L'admirable sculpteur, un marchand champenois dénommé Châteauneuf, a dit en substance de lui: Maître Ligier, tailleur d'images, demeurant au milieu de Saint-Miel, et que l'on tient au meilleur ouvrier, plus expert en guitare que l'on ait vu jamais. A-t-il étudié patiemment dans l'atelier d'un maître? En Champagne? En Bourgogne? Ou alors ici même? Nul ne sait. Toujours est-il que le grand Saint-Éloi a mûri l'arbre de fer à la perfection. Un retable, les Vierges de Pitié, et même un décharné, le transi de René de Châlons. Mais c'est ici à Saint-Miel, l'église de Saint-Étienne, dans la mise au tombeau, que son génie culmine. Ici, le temps est retenu figé, prêt à reprendre vie si un charme divin en décidait ainsi. Le Christ est déposé, et nous voilà transis. Geste lent, regard profond, douleur, compassion, tisse entre les personnages l'intense communion. Longtemps de ferveur, mais aussi de douceur, de sereine beauté. Devant Joseph d'Arimathie et devant Nicodème, devant les saintes femmes, la Vierge en pamoison, dans Saint Jean et l'ange, tous forts et dignes dans la terrible épreuve. Un centurion, à part, un regard absent de celui qui, saisi par cet instant tragique, pour la première fois peut-être, se trouve en proie au doute. De même que ces voûtes élevées vers le ciel recherchent la lumière, subtilent les vitraux et les anges là-dessus. Le sépulcre de pierre n'est-il pas l'irruption de la vie au plus fort de la nuit? Blancheur immaculée de la pierre bleue, elle illuminée d'une simple chandelle. Solidité sans fin du groupe évoluant dans un bel équilibre, annulant le vertige qui pourrait nous saisir. Que nous font les ciseaux épurins de Ligier à nos vies misérables, tremblantes de péché, sinon les délivrer des affres de nos peines. La ronde bosse entraîne le regard vers des volumes clairs,
nous suivent des ténèbres. Mais elle nous sauve de cet amer et épuisant dilemme par l'amour infini qui loge au cœur des hommes. Fussent-ils de pierre. Mes amis, Élisée Richier a un art puissant pour un cœur tout empreint par la miséricorde. Par-delà les tentures, draperies et autres joyaux, il s'agit là peut-être des seules vraies richesses